et bienvenue dans le deuxième épisode de Diplomacy on Wheels. On se trouve aujourd'hui à la place Vauban, lieu qui a choisi Frédéric Declercq, le président du comité consultatif des œuvres d'art de l'UNESCO. Un professionnel passionné. On va discuter avec lui sur l'art, l'architecture, la conservation, le patrimoine et la diplomatie des cadeaux. Et le voilà! Bénédicte, Bonjour, comment allez-vous? Très bien, très bien. Je suis ravi de vous retrouver place Vauban. Merci d'avoir pris le temps et d'avoir choisi ce lieu magnifique. Est-ce que vous connaissez cet endroit? Bon, un petit peu évidemment, mais pas aussi bien que vous. Alors place Vauban, c'est une place qui est assez extraordinaire puisque le nom Vauban correspond à un maréchal d'Empire. Et derrière nous, nous avons le site des Invalides. Les Invalides qui ont été créés par Louis XIV pour trouver un endroit de repos et de guérison pour les militaires blessés de ces différentes campagnes. Et derrière, nous avons cette cathédrale absolument extraordinaire, qui est la cathédrale Saint-Louis des Invalides, où repose depuis 1861 le tombeau de Napoléon Ier. Pour l'anecdote, le tombeau de Napoléon Ier, ce sont 6 cercueils qui sont emboîtés les uns dans les autres, avec un sarcophage de granit rouge qui couvre le tout. Et maintenant, je crois comprendre aussi pourquoi vous avez choisi ce lieu, parce que l'UNESCO, justement, veut éviter les futures guerres. Alors, c'est un lieu de mémoire, c'est un lieu de mémoire extraordinaire, et je trouvais que passer de cet endroit de repos, de mémoire, vers les missions de l'UNESCO était une excellente transition. Et voilà, je vous invite à monter à bord de ma microlino et on va vers l'UNESCO. C'est parti, comme on dit à Paris. Dites-moi alors, d'où est-ce que vous venez? Où est-ce que vous avez grandi? Bien, j'ai eu la chance de grandir à Paris. En fait, je suis né à Paris, j'ai fait mes études à Paris et je travaille à Paris, ville de culture, ville ouverte sur le multiculturalisme et c'est ce qui fait la richesse absolue de cette ville. Ah, quelle chance, quelle chance. Et comment vous avez trouvé ce chemin vers l'art et la culture? J'ai à l'origine fait des études de droit financier et bancaire et très vite après mes études, je savais que je n'étais pas fait pour ces métiers de la finance et que l'art, la culture d'une façon plus générale m'attirait énormément. J'ai la chance d'avoir grandi dans une famille où ma mère a fait l'école du Louvre, était conservatrice au château de Versailles. C'était déjà dans le berceau. Voilà, ma grand-mère paternelle était une grande collectionneuse des artistes des années 50 et 60. Et dans mon évolution professionnelle, j'ai rejoint il y a maintenant 25 ans le groupe d'assurance AXA et je me suis très vite occupé d'assurance des œuvres d'art, tant pour les institutions que pour les collectionneurs privés, que pour les professionnels, que peuvent être les maisons de vente, les galeries, les restaurateurs. Et j'ai eu la chance un jour de croiser Madame Audrey Azoulay, qui m'a proposé d'entrer dans le comité consultatif des œuvres d'art. Donc je suis entré pour un premier mandat en tant qu'observateur. Très vite, j'en suis devenu le vice-président, puis le président. Voilà. Puis un deuxième mandat qui va s'achever à la fin de l'année 2026. Et alors ce comité, qu'est-ce qu'il fait? Ce comité, qui est donc un comité consultatif, a de multiples missions tournées autour de la collection de l'UNESCO. Cette collection qui comporte plus de 2000 items est la plus grande collection des institutions des Nations Unies. Plus grand qu'à New York ou à Genève? Plus grand que New York et Genève réunis. Les œuvres de l'UNESCO couvrent un petit peu plus de 8000 ans d'histoire de l'art.
La pièce la plus ancienne étant un vase de la civilisation Cucuni, actuelle région de Roumanie, jusqu'à des œuvres extrêmement récentes. Je pense à une des dernières œuvres rentrées dans la collection, qui est une œuvre de Michelangelo Pistoletto, artiste italien mondialement connu. Et comment ça s'explique que l'UNESCO a réussi à monter une telle collection d'œuvres d'art? Est-ce que c'était dans la Constitution ou dans les objectifs de l'UNESCO? Très vite, lors de la construction du siège de l'UNESCO, les préparatifs de construction datent des années 1950-52, il a été prévu que soit commandité un certain nombre d'œuvres d'artistes célèbres de ces années-là. Et un comité consultatif a été mis en place pour les sélectionner, pour suivre leur travail, dont nombreuses œuvres ont été réalisées in situ, d'artistes aussi célèbres que Picasso, que Calder, que Noguchi, et j'en passe. Et ça, c'était des achats ou c'était des dons d'États membres? Comment ça s'est fait? Les 12 premières œuvres de taille XXL sont commandées par l'organisation pour l'inauguration du bâtiment en 1958. Puis plus tard, la collection s'est enrichie par des donations des États membres, des donations également d'artistes ou de fondations d'artistes. Et donc, par exemple, la Suisse, elle a aussi fait un don? La Suisse occupe une position toute particulière dans l'organisation au moment de la construction du siège et dans les donations des œuvres. Dans la construction du siège, puisque Le Corbusier a été sollicité dès le départ pour faire partie du comité des architectes qui choisiraient les architectes qui allaient construire le bâtiment. Et dans ces préconisations, on reconnaît nombre de ces lignes directrices artistiques. Donc ça, c'était la première intervention de Le Corbusier à l'UNESCO. La Confédération suisse, avec Le Corbusier, a fait une donation absolument extraordinaire d'une tapisserie qui s'appelle UNESCO en 1962. Tapisserie qui fait quasiment 7 mètres par 3 mètres 50, avec des motifs extraordinaires qui représentent les missions de l'UNESCO, que sont essentiellement la paix, la transmission des savoirs scientifiques et culturels et la préservation de la paix dans le monde. Et la Suisse était assez généreuse parce qu'à l'époque, elle a aussi donné une salle. Tout à fait. Au moment de la création donc, du siège, place Fontenoy à Paris, un certain nombre d'États membres ont été sollicités pour aménager une salle. Et la Suisse a effectivement proposé et réalisé la salle qui s'appelle la salle 5, qu'on découvrira peut-être tout à l'heure, qui a la particularité d'être une salle assez petite, mais probablement la salle la plus agréable pour réunir en réunion de travail. Ce qui représente très bien les valeurs de la Suisse. Quels sont les défis d'aujourd'hui avec cette immense collection pour votre comité, l'UNESCO? Le comité qui a pris ses fonctions en 2023 a pour son mandat 2023-2027 souhaité mettre en place des bases juridiques, scientifiques de conservation de standards de musées internationaux, ce qui n'existait pas. On a commencé par mettre en place un inventaire extrêmement exhaustif. On a également travaillé sur un plan de sauvegarde de la collection. On a réalisé des fiches d'état d'œuvre. Les fiches d'état d'œuvre, c'est un peu la carte d'identité des œuvres d'art qui explique l'origine des œuvres, l'état dans lequel sont ces œuvres, qui permettent de guider après ça sur la restauration. Nous avons également travaillé sur un plan de sauvegarde. Un plan de sauvegarde, c'est ce qui permet, en cas de sinistre majeur dans le bâtiment, de savoir ce que l'on fait des œuvres, quelles sont les œuvres qui vont être protégées, décrochées, déplacées en priorité. En même temps, ça doit aussi rester un lieu de travail et de réunion et d'événements publics. Alors, c'est une particularité. La collection n'est pas dans un musée, elle est dans un lieu de travail, ce qui complexifie son fonctionnement, mais en même temps ce qui enrichit totalement sa mise en avant.
Ce qu'il faut savoir, c'est que ces œuvres, contrairement à l'organisation d'un musée, reflètent aujourd'hui, il y a 194 États membres de l'organisation, et bien ces œuvres représentent 194 cultures différentes, 194 relations et approches différentes de la culture et de l'art avec l'organisation, dans un souci assumé de souligner à chaque fois les missions fondamentales de l'organisation. C'est-à-dire que nous faisons en sorte que chacune des œuvres soit reliée d'une façon ou d'une autre à la culture, à la science, à l'éducation, aux valeurs de partage qui représentent les fondamentaux de l'organisation. Est-ce que vous avez déjà dû refuser des dons ou des cadeaux Alors, là, le process est très simple. Nous avons mis en place un certain nombre de procédures qui permettent aujourd'hui, en toute transparence, de recevoir des projets de donation d'États membres, de fondations, d'artistes directement. Le comité, sur la base d'informations propres à l'ICOM, qui est le standard international des musées, se base sur ces critères, donc transparents, publics, pour étudier chacun des projets et rend un avis consultatif au directeur général de l'organisation qui, en dernier lieu, tranche sur l'acceptation ou non d'une œuvre pour rejoindre la collection. Je précise qu'il y a 2 collections, ou plus exactement 3. Il y a une collection des œuvres patrimoniales, il y a une collection des œuvres d'usage et il y a une 3e collection qui représente les cadeaux diplomatiques. Donc cadeaux qui sont donnés lors des visites du directeur général à l'étranger ou lorsque le directeur général... Vous vous occupez aussi de ces cadeaux? Tout à fait. Tout à fait. Tous les cadeaux sont inventoriés. Au-delà de l'inventaire propre, l'intérêt c'est de pouvoir tracer l'historique de ces donations, comme on le fait pour les œuvres d'art. L'idée étant que dans 10 ans, dans 20 ans, lorsque on travaillera sur l'histoire de l'UNESCO, la documentation soit extrêmement sérieuse et permette de raconter, de scénariser l'histoire dans les meilleures conditions. Et dans ce cadre-là, vous travaillez aussi avec des nouvelles technologies? Le mandat qui s'achève cette année nous a permis, comme je l'indiquais, de créer un certain nombre de procédures, de créer les bases scientifiques, juridiques et de conservation. Le prochain mandat sur lequel nous travaillons, nous venons de présenter un projet stratégique au nouveau directeur général, repose sur le fait que cette collection, il faut l'activer. Aujourd'hui, les œuvres sont accrochées pour un bon nombre sur les murs, mais sans réellement raconter le lien entre l'œuvre, l'artiste et les missions de l'organisation. L'idée est très simple, c'est de mettre toutes ces œuvres au service de l'organisation pour que, d'une façon un peu en soft power, ces œuvres racontent les missions passées et sollicitent les États membres pour les missions futures. Ça, c'est une tâche passionnante aussi, hein, de transmettre cette valeur de cette collection pour la nouvelle génération. Nous sommes très attachés à deux points. La transmission aux générations futures, ça nous paraît évident, mais qui ne l'était pas il y a encore quelques années, d'où l'importance d'historiser chacune des œuvres, chacune des donations. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on parlait d'outils pour le futur. Bien entendu, l'idée étant de rendre cette collection qui est présente physiquement à Paris disponible dans le monde entier via ce qu'aujourd'hui les technologies permettent de faire en forme de musée virtuel. C'est un gros travail qui devra être débuté en 2027. L'idée à nouveau étant de faire que ces œuvres d'art soient vraiment à elles-mêmes un ambassadeur de l'organisation dans le monde entier. Et c'est aussi déjà devenu un point d'attraction pour des visiteurs. Plus il y aura de visiteurs qui viennent visiter le bâtiment et les collections, plus cela permettra de faire connaître l'organisation, ses missions. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, je crois qu'il y a un petit peu plus de 27 000 personnes
dont notamment beaucoup de visites scolaires. Il y a également énormément de visites de personnalités, que ce soit ministre, Premier ministre, président, roi, reine, qui lors de leur passage au siège de l'UNESCO bénéficient d'une visite de la collection, ce qui permet de la faire connaître et de générer des souhaits de donations ultérieures. Et maintenant, donc, si un pays veut faire un don, comment on doit procéder? On est passé d'un mode où les États membres nous envoyaient un dossier sans concertation préalable à une approche où on invite les délégations à échanger sur leurs projets, à rencontrer les artistes si c'est possible, à faire en sorte que les artistes viennent à l'UNESCO pour découvrir le lieu, pour s'inspirer dans leur création si c'est une création à faire. L'idée étant que ces artistes soient complètement imprégnés des missions et du lieu avant qu'ils fassent cette donation. On souhaite de plus en plus que cette collection soit absolument vivante avec les artistes qui tous les ans font des donations. Il ne s'agit pas simplement de faire une donation, il faut les faire vivre dans un écosystème qui est finalement assez concurrentiel aujourd'hui entre musées. Et on a créé une vraie communauté d'artistes qu'on peut activer selon les événements. Et voilà, on arrive à l'UNESCO avec la ligne des drapeaux. Et le globe aussi, qui est une œuvre d'art assez impressionnant. Ce globe qui aujourd'hui représente le symbole des Nations Unies a une histoire assez étonnante. C'est un globe qui a été, c'est une œuvre finalement assez récente, qui a été à l'origine proposée lors d'une des conférences internationales au Danemark. Et chaque État membre était invité à construire un morceau de ce globe avec quelques barres de métal. L'œuvre a tellement plu qu'il a été décidé assez rapidement, après la conférence, de la reconstruire dans le jardin de l'UNESCO. Frédéric, on est là maintenant dans le hall de Ségur et devant une œuvre d'art récemment installée. Raconte-nous un peu. Je voulais vous présenter les 12 sculptures de l'artiste chinoise Qiang Yang qui ont été données à l'UNESCO par l'artiste il y a peu de temps. Nous avons souhaité que ces sculptures rejoignent la collection pour une idée très simple. 12 sculptures, 12 thèmes qui portent les valeurs de l'UNESCO. Vous voyez, nous avons la liberté, nous avons la bravoure, la nature, l'équité, la sagesse. En face, nous avons la fraternité. Nous avons également ici la paix, l'authenticité, l'inclusion, la bienveillance. Toutes ces valeurs représentent les missions de l'UNESCO et nous avons souhaité que ces sculptures soient une porte ouverte auprès des artistes, auprès des visiteurs et incarnent l'ensemble de ces messages. Je voulais vous rappeler l'histoire de l'arrivée de cette œuvre de Giacometti dans la collection de l'UNESCO. En 1970, le directeur général de l'époque commande à Giacometti une femme qui marche. Et nous avons tous les échanges épistolaires entre l'artiste et l'UNESCO à l'époque, avec les dessins préparatoires, avec les différents échanges. Et finalement, c'était extrêmement précurseur pour l'époque de souhaiter avoir une sculpture d'une femme qui marche. Malheureusement, l'histoire se termine mal, puisque Giacometti décède avant d'avoir fini l'étude définitive de cette sculpture. Son épouse décide d'honorer la commande en proposant à l'organisation de fondre un exemplaire de L'homme qui marche numéro 1. Cette œuvre a été fondue en 10 exemplaires, dont 2 exemplaires institutionnels, une pour l'UNESCO, une pour la Fondation Giacometti, et 8 autres exemplaires qui sont dans des institutions muséales aujourd'hui, excepté 2 qui ont disparu.
C'est intéressant de rappeler également qu'en 1932, il avait déjà travaillé sur une femme qui marche, mais c'était une sculpture d'environ 10-15 cm et que son inspiration dans les années 70 d'une femme qui marche était assez éloignée en réalité de la première version. Et nous aurions aimé aujourd'hui avoir une femme qui marche, objet de diversité. En fait, à nouveau, je pense que l'artiste était extrêmement précurseur, comme les Suisses peuvent l'être aujourd'hui. Donc, au passage, tu vois une œuvre de Karel Appel de 1958. Aussi ça. Tu vois en haut une œuvre absolument magnifique, qui est une donation récente de la Roumanie, qui est une œuvre de Mircea Cantor, artiste roumain présent dans tous les musées d'art moderne internationaux. Alors, on se retrouve dans cette salle 5, qui était à l'époque de l'inauguration de ce bâtiment, un don de la Suisse. Écoute, je voudrais finir notre interview par une anecdote. De temps à autre, dans le comité consultatif des œuvres d'art de l'UNESCO, nous ne sommes pas toujours d'accord et il faut trouver un chemin de compromis. Et à chaque fois que nous avons organisé nos réunions dans cette salle numéro 5, salle suisse, c'est magique. Nous tombons toujours sur un compromis de bonne intelligence, scientifique, motivé juridiquement, motivé scientifiquement. Et je trouve que c'est tout à fait à l'image de la façon dont la Suisse fonctionne. Sur ces mots, il me suffit seulement de remercier d'avoir pris le temps et d'avoir été mon deuxième invité pour cet épisode de Diplomacy on Wheels. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Bénédicte. Et moi, je vous souhaiterais finir en disant, du fond du cœur, j'espère que la Confédération pourra, dans un délai rapproché, enrichir la collection par une nouvelle donation. Voilà, on y travaille. Tant mieux, excellente idée. Beaucoup.